Clairement. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire Refti et Supermood sur l'attractivité et la rétention des talents. L'idée aujourd'hui, ça va être de comprendre et de discuter pendant 40 minutes environ de comment garantir une expérience candidat et collaborateur qui soit positive, que ça soit pour le candidat ou pour le collaborateur une fois qu'il est recruté. Donc, vous pouvez pendant tout le webinaire interagir avec nous via un chat ou poser des questions. On vous posera aussi des questions pendant le webinaire et le replay du webinaire vous sera partagé automatiquement. Donc, en termes de prise de notes, vous pouvez être tranquille et la présentation vous sera aussi jointe par mail à la fin. Donc, on est parti. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Voilà, donc si vous voyez mon écran, c'est parti. Je vous donne l'agenda. Donc l'agenda est assez simple. On va d'abord analyser les enjeux prioritaires du recrutement et aujourd'hui ce qui se passe. On va faire un retour d'expérience concret chez Refti et chez Supermood. Donc le retour d'expérience sera pour PrestaShop et Livestorm côté Refti et pour Grant Thornton côté Supermood. Et ensuite, la majorité du webinaire, et c'est vraiment le plus important pour nous, c'est des recommandations actionnables pour que vous puissiez repartir chez vous cet après-midi avec des choses concrètes à faire et à mettre en place. Et donc, on entend de l'écho quand je parle. C'est étrange en effet. On va c'est peut-être un jeu de mute entre Barthélémy et moi. On va se mute en concomitance, ça sera peut-être mieux. Donc, justement, ce qui me permet de faire la transition, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Barthélémy. Barthélémy, est-ce que tu peux te présenter et ta superbe expérience dans les RH? Bien sûr. Merci déjà tout d'abord, Kevin, de me donner l'occasion de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je suis Barthélémy. Je suis un des cofondateurs donc, de Refti. J'ai un peu plus de 7 années d'expérience en HR Tech. Et on est actuellement basé à Station F où j'ai l'opportunité et le privilège de pouvoir donner des office hours auprès des résidents de Station F. Refti, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est aujourd'hui, on a pour ambition d'être le meilleur moyen de structurer, fluidifier les processus pour prendre les meilleures décisions de recrutement. On s'est lancé l'année dernière. On travaille principalement avec des entreprises en forte croissance pour les aider à évoluer les profils cadres, mais aussi des structures comme Alltrix, filiale de Decathlon ou Frishti, qui vont évaluer des profils non cadres comme des vendeurs en magasin ou des livreurs. Voilà, donc aujourd'hui, on a récolté un peu plus de 100 000 data points et on est en phase d'expansion. Super. Tu voulais rajouter quelque chose, Barthélémy? Alors, j'avais précisé qu'il y a un peu plus de 1000 candidats qui ont été ajoutés aujourd'hui sur Active. Ce qui est hyper intéressant, parce que vous avez du volume et du coup, ce que tu vas nous partager, c'est basé sur de la data, donc assez objectif, donc hyper cool. Super, je me présente rapidement. Donc, moi, Kevin, je suis CEO et cofondateur de Supermood. J'ai une formation de data scientist, ce qui n'a rien à voir avec le monde des RH, mais qui finalement, il y a des concomitances de plus en plus ces dernières années. Et je donne des cours en parallèle de People Analytics à HEC et à Paris 2. Donc voilà, chez Supermood, ce qu'on fait, on est une plateforme qui est dédiée à l'écoute collaborateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des enquêtes régulières à vos collaborateurs, des enquêtes annuelles, et tout ça vont permettre à vos collaborateurs de s'exprimer de façon anonyme. Et avec toute cette donnée, on la malaxe, on la transforme et on la fait parler pour connaître les leviers d'engagement des salariés dans les entreprises ou pour prendre des actions en fonction des remontées. Voilà. Et nous aussi, on se base sur de la data qualitative, puisqu'on a accompagné plus de 250 clients chez Supermood. On interroge régulièrement 200 000 salariés. Donc, on a un benchmark qui se met à jour très, très régulièrement. Et notre benchmark principal est composé de 5 millions de réponses collectées. Donc, l'idée dans la suite de la présentation, ça va être de vous dire ce que remontent ces data. On va rester sur le secteur, en France, mais on va parler d'un peu toutes les industries.
Alors, en parlant des industries, voilà le genre d'entreprises avec lesquelles on collabore. On commence avec des entreprises de 50 personnes et puis ensuite sur des entreprises de plus de 100 000 avec tout type de contexte, que ce soit des startups en hypercroissance, des entreprises qui font de la fusion-acquisition, ce genre de choses. Mais j'en dis pas plus. Donc, on a voulu choisir quelques thématiques et quelques datas qu'on trouvait parlantes pour ouvrir ce webinaire. Bart, c'est de ton côté, côté guerre des talents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous dit? Comment est l'état aujourd'hui du recrutement? Alors, la guerre des talents, bon, on est en plein dedans et ça va pas aller en s'arrangeant. Et pourtant, il y a aujourd'hui beaucoup de candidats qui déclarent, en tout cas, que ils ont pu vivre une expérience candidat décevante. Et ça, malheureusement, ça a un impact assez fort puisque il y en a à peu près 1 sur 3 pour lesquels, pour une expérience candidat de mauvaise qualité, c'est l'image entière de l'entreprise qui se dégrade. Et donc, derrière, il y en a un peu plus de 1 sur 2 qui vont être prêts à boycotter l'entreprise. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences et des incidences réelles qui va beaucoup plus loin que le processus de recrutement. Et en plus de ça, ça se diffuse puisque la majorité d'entre eux vont en parler, vont laisser des avis sur des plateformes de type Glassdoor pour justement faire partager la mauvaise presse. Donc, ça reste l'expérience candidat en cette période vraiment quelque chose sur lequel le focus doit être primordial. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce que tu dis en filigrane, c'est que l'expérience concrète du candidat a aussi un impact sur la marque employeur. Exactement. Et que pourtant, on a souvent des départements marque employeur et recrutement qui sont séparés. C'est vrai. Donc, c'est assez intéressant. Il faut qu'il y ait une bonne communication entre les deux. Ouais. Hyper intéressant. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Côté Supermoon, on a choisi 3 chiffres qu'on trouvait intéressants, qui sont des chiffres plutôt actuels. On a mixé les études on ne va pas vous donner que des chiffres Supermoon aujourd'hui. Donc, il y a la majorité, enfin 1 personne sur 2 aujourd'hui, qui a intensifié ses recherches par envie d'un nouveau projet professionnel. Et donc, vous avez ce phénomène qu'on appelle The Great Resignation aux États-Unis, qui est la grande remise en cause du travail, qui arrive petit à petit en France avec des gens qui se posent des questions sur le travail en tant que tel ou sur eux, leur rapport au travail. Et donc, on sent cette accélération assez forte chez les collaborateurs en ce moment. La deuxième chose, c'est pour faire la transition entre une personne qui est recrutée et qui arrive dans l'entreprise, vous avez la première impression qui est extrêmement importante, puisque vous avez 20% des collaborateurs qui envisagent de quitter leur entreprise dès le premier pied qu'ils mettent dans l'entreprise, que ça soit, puisque la transition entre l'offre et l'onboarding, c'est mal faite, ou les premières prémices de l'ambiance qu'il y a au travail, des processus, etc. Donc, on est vraiment sur une transition qui doit être maîtrisée si on veut se prémunir d'un turnover qui est trop élevé. Et dernière stat qu'on a trouvée vraiment intéressante, c'est 86% des salariés sont sensibles à un environnement de travail agréable. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est hybridation du travail, on travaille chez soi, on travaille au bureau, on travaille sur des horaires qui sont parfois plus flexibles, on se rend compte que c'est un levier majeur d'engagement des collaborateurs et c'est quelque chose qui doit être travaillé à mesure de cette importance. Et donc, on le voit chez nos partenaires, c'est un sujet qui revient beaucoup sur la table. On a tendance à sous-estimer à quel point c'est un sujet qui est finalement hyper important parce que directement lié à la rétention des collaborateurs. Génial. Oui, vas-y, Ouais, c'est marrant. Je voulais reprendre le point sur effectivement le fait que les collaborateurs envisagent de quitter l'entreprise dès les premiers jours de travail. On verra dans les cas que je vais vous exposer que ça commence même avant. Il y a une période de transition qui est hyper dure à gérer. C'est effectivement avant que le candidat arrive, il y a une période où il a posé son préavis, il n'est pas encore dans l'entreprise. Et ça, en fait, ça commence même à partir de ce moment-là. Tout ce qui est pré-onboarding, c'est ça? Exactement. Ouais, hyper intéressant. Et justement, la parole est à toi. Donc, tu vas nous présenter deux use cases, un sur PrestaShop, un sur Livestorm. C'est parti.
Tout à fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement, après avoir interrogé ces entreprises, l'idée, c'est vraiment de partir donc, de la base et de se dire comment est-ce qu'on identifie les nouvelles attentes des candidats qui ont tendance à évoluer. Il faut, les 3 points qui sont cités et qui ressortent, c'est vraiment factualiser la démarche. Donc il y a beaucoup de contenu en ligne. Regardez ce qui se fait sur des études, en tout cas sérieuses et sur des sources sérieuses. Sur des baromètres, sur des infographies, pour effectivement comprendre les tendances de fond. Il faut rester évidemment en veille continue. Il y a beaucoup de communautés qui existent, de RH, le Lab RH pour citer que, ou Recruiters Kitchen pour les personnes qui cherchent vraiment à être focalisées sur le recrutement, sur lequel vous allez pouvoir échanger avec vos pairs et effectivement vous partager en tout cas ces nouvelles tendances. Et un aspect donc, qui est ressorti de mes échanges, c'est vraiment focaliser au premier entretien. Quand vous échangez avec un candidat, bien comprendre dans quelle posture il se situe et effectivement quelles vont être ses attentes à lui de manière précise. Tu veux dire en posant des questions directement, en essayant de… Ouais, en posant des questions directement dès le premier entretien. Et en fait, on verra dans les éléments que je vais vous donner du cas, notamment de Livestorm, que c'est quelque chose qui peut être même, qui permet de faire gagner du temps aux candidats et à l'entreprise en faisant émerger dès le début ces éléments-là et pouvoir du coup s'assurer que ces attentes-là vont être corrélées à ce que l'entreprise et le poste va être en mesure de lui offrir. Très clair. Voilà. Super. Ce qui ressort, les 4 grandes nouvelles attentes en gros qui ressortent, comme tu l'as bien dit tout à l'heure Kevin, c'est effectivement cette volonté et en tout cas cette capacité à télétravailler, à travailler de manière flexible. Tiens Kevin, tu travailles de chez toi, moi aussi, tu vois, donc on est la bonne image en tout cas que c'est dans l'air du temps. Les valeurs de l'entreprise et celles du candidat doivent être corrélées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche et une attente à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose sur lesquels, encore une fois, important de bien mettre en avant assez rapidement dans le process, exposer ses valeurs et s'assurer que ça soit conforme avec celles du candidat. Le sens, l'impact du poste sur les missions de l'entreprise, c'est aussi quelque chose que le candidat va rechercher. C'est vraiment de se dire, est-ce que ce que je vais faire là-bas va avoir un impact? Est-ce que ça va avoir du sens? Et donc, essayer de le faire transpirer pendant l'entretien pour effectivement le rassurer et convaincre le candidat. Et après, il y a la partie plus on va dire pécuniaire, davantage en nature, les tickets resto, dématérialisés, matérialisés, les cours de sport. En tout cas, une certaine, qui a toujours été là et qui reste là dans le top 4, on va dire, des nouvelles attentes du candidat. Et est-ce que malgré le confinement, les confinements successifs, le ticket resto est resté comme… Ouais, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça ressorte justement à nouveau ces avantages en nature comme le ticket resto. Mais si, en fait, alors il y a potentiellement aussi le fait qu'ils sont habitués maintenant, c'est devenu la norme. Et donc, effectivement, quand on enlève maintenant un avantage auquel ils sont habitués, ça peut effectivement du coup causer défaut. Donc voilà, c'est un standard auquel ils sont habitués. Ok. C'est comme ça que je verrai. Très intéressant. Ouais. Super. Mes échanges donc avec PrestaShop et ce que j'ai pu faire ressortir, donc la manière dont on va gérer PrestaShop pour se servir donc de l'expérience candidat comme un véritable levier d'attractivité. Donc là, la slide est assez fournie, mais je vous rassure, comme l'a précisé Kevin, tout vous sera envoyé à la fin du webinaire, donc vous pourrez la relire et décortiquer l'ensemble des éléments. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, vraiment à faire ressortir, c'est la manière donc, de communiquer. Donc, PrestaShop va communiquer dès le début des entretiens sur la flexibilité du lieu du travail. Parce qu'à la base, PrestaShop, ce n'était pas une entreprise qui faisait du flex office ou qui était ouvert au full remote, mais qui a dû s'adapter, donc qui le précise dès les premiers rounds d'interview. Et effectivement, un autre point qui me semble intéressant dans la partie attraction, c'était vraiment préciser que dans le cadre de leur embauche, il y aura la mise en place d'OKR. Donc, l'OKR, c'est vraiment
la capacité de traquer, en tout cas, les efforts et l'impact fourni par un candidat dans son entreprise. Et ça, pareil, c'est mis en avant lors des étapes d'entretien. Voilà. Après, sur la partie conversion, donc il y a la partie pré-onboarding que j'expliquais, qui est cette période l'attente qui est très compliquée à gérer, puisqu'il y a 2-3 mois où le candidat va lui poser son préavis de plusieurs mois. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de démarches, l'inviter aux événements d'équipe, lui partager des ressources, lui envoyer son matériel pour le maintenir, en tout cas, éveillé et motivé pendant cette période. Et le jour de l'onboarding, il y a un welcome pack qui est envoyé chez lui et un nouveau salarié qui va l'accompagner. Voilà. Ce qui était intéressant, dernier point sur PrestaShop, c'est que eux, ils s'assurent donc que le feedback soit collecté auprès des candidats. Donc, tout processus de recrutement qui est terminé 48 heures après, le candidat reçoit un form qui va lui demander d'évaluer son processus de recrutement. Et ça va permettre beaucoup d'aspects positifs pour PrestaShop. C'est que ça va permettre d'identifier les goulots d'étranglement et effectivement former les managers. Si on passe sur Livestorm, donc je ne vais pas revenir dessus, mais grosso modo, on revoit les mêmes choses que ce qu'a pu mettre en place PrestaShop. Ce qui était intéressant, il y a 2 choses que je tiens à souligner, c'est que eux, comme je le disais en introduction, le premier entretien est vraiment déterminant sur l'adéquation du poste et l'environnement de travail. Et pour info, il y a 30% des candidats qui ne continueront pas le process parce qu'ils se rendent compte que ça ne va pas coller et donc ils préfèrent faire gagner du temps à tout le monde. Et l'autre point, c'est en bout de funnel. Livestorm, eux, décident de ne pas faire de collecte de feedback de la part des candidats sur leur expérience parce qu'ils craignent que les retours soient biaisés. Et donc, grosso modo, eux, ils se basent sur les avis Glassdoor qui vont être laissés et ils vont pouvoir se focaliser sur un temps de recrutement court, donc d'une vingtaine de jours à peu près, ce qui leur permet de recruter, motiver et intéresser les candidats. Et pour arriver à ce 20 jours de recrutement, est-ce que ça a été une démarche assez lean, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 40 à 35, puis etc., ou ils sont fixés comme objectif 20 et puis ils ont essayé de tout compresser en 20 jours? Ouais, ils se sont rendus compte, ils ont toujours été dans une démarche où le process de recrutement était très court. C'est jamais allé jusqu'à 40, c'est allé un peu plus de 25 ou 30 jours. C'est pour ça qu'ils font quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils testent différents formats. Ils vont inverser, par exemple, le test technique, ils vont le mettre plus loin dans le process ou moins loin dans le process. Et ils regardent si effectivement le processus ainsi, est-ce qu'il y a de la déperdition de candidats, est-ce que le process arrive à être toujours aussi court. Et donc, voilà, leur objectif, leur métrique principale à suivre, c'est ce 20 jours. Et globalement, après, pour y arriver, ils itèrent dessus, mais ils arrivent à maintenir cette cadence-là. Parfait, super. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On les prendra à la fin de la présentation. Côté Supermood, donc c'est un retour d'expérience sur Grant Thornton. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, c'est 1800 collaborateurs qui sont sondés régulièrement. Donc on est à plus de 70 000 avis qui ont été exprimés sur notre plateforme. La métrique qu'on s'est donnée avec Grant Thornton, ça a été d'augmenter l'engagement des salariés au sens global. Et c'est un engagement qu'on mesure avec une métrique qu'on appelle le INPS, c'est le Net Promoter Score pour les salariés. Et donc, sur le temps, là, c'est en moins d'1 an, on a gagné 18 points d'INPS. Et c'est un score qui va améliorer. Donc, quand on gagne 18 points de NPS, on réduit son turnover, on augmente aussi la satisfaction de ses clients. Pour vous donner un rapport, 3 points de satisfaction salariée qui sont gagnés, c'est 1 point de satisfaction client qui est gagné en plus. Voilà, c'est à peu près ce que montrent nos études ou les études dans la littérature. Donc voilà, il y avait un double enjeu côté Grant Thornton de à la fois améliorer la prestation de qualité et à la fois réduire le turnover. Et puis, on est une plateforme qui est tout automatisée, donc il y avait un sujet de gain de temps pour les équipes RH, et donc on économise environ 2 semaines de travail par an pour les équipes RH. Donc, quels étaient les enjeux? Le premier enjeu, c'était où on en est sur la marque employeur, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses,
Et du coup, comment on peut travailler ça pour améliorer la rétention des collaborateurs et les faire parler en extérieur afin que la marque employeur rayonne. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est un peu bio de Danone, c'est bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et la deuxième chose qui était vraiment important et qui est assez caractéristique de toutes les entreprises de services qui envoient des consultants chez les clients, c'est le consultant qui est chez son client pendant des temps parfois longs, comment il se dit, mon entreprise, ça reste Grant Thornton, comment il y a une appartenance à la marque et à l'entreprise, même si je ne suis pas physiquement et quotidiennement dans ces locaux. Et donc, on a mis en place une dizaine de sondages différents, soit des sondages réguliers qui vont prendre le pouls global de l'entreprise avec des collaborateurs, soit des sondages assez ciblés. Et donc, c'est l'exemple, par exemple, sur Livestorm. Vous pouvez faire des sondages à l'arrivée des collaborateurs, mais vous pouvez aussi suivre ces collaborateurs dans le temps pour savoir si, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ce qu'ils pensaient au début est la même chose. Et donc, en mettant des critères assez objectifs sur, je ne sais pas, la relation avec le management, la relation avec les collègues, vous voyez évoluer ces indicateurs au bout d'un mois, 6 mois, etc. Et donc ça vous permet de voir où est-ce qu'il y a un trou et est-ce que vous avez une déperdition d'un indicateur au bout de la 2e semaine ou au bout du 3e mois ou ce genre de choses. Et tout ça est automatisé, c'est-à-dire qu'on le configure au début et ensuite tout part. Donc, les résultats, donc on a eu 18 points de plus sur l'expérience collaborateur et la marque employeur. Ça a créé quelque chose d'annexe qui est une vraie culture du feedback. Et donc, en dehors de la plateforme Supermood, qui est une plateforme qui est anonyme, ça a aussi créé cette étincelle pour que les collaborateurs échangent plus avec leurs managers. Et les managers terrain, eux-mêmes, ont réussi à ouvrir le dialogue et donc à capter plus rapidement soit les irritants, soit les bonnes pratiques à généraliser. Et au niveau de la rétention des talents, il y a eu un gain de 25 points sur quasiment un an, sur 11 mois, il me semble. Donc, on est sur un ROI très, très positif sur Grant Thornton. Et tout ça a abouti sur une redéfinition des valeurs qui a été co-construite avec les collaborateurs. Donc, tout simplement, on a interrogé les collaborateurs sur qu'est-ce qu'ils pensaient qu'étaient les forces de Grant Thornton, dans quoi ils se retrouvaient. Et puis, il y a eu tout un processus qui a pris quelques mois et finalement qui a fait émerger les nouvelles valeurs de Grant Thornton. Et donc, ce qui est intéressant dans le témoignage de la personne qui est en charge, Audrey, qui est en charge chez Grant Thornton de Supermood, c'est les mots-clés. Ce que vous voyez, il y a Supermood est ludique. Et donc, cette notion de ludique, elle est vraiment importante. Il faut que quand il y ait un dialogue avec les collaborateurs, ça soit un dialogue qui soit humain, qui soit naturel, comme quand on parle dans la vraie vie. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de mots autour de ça. Il y a ludique, il y a sur le vif, il y a le quotidien. Donc, il faut vraiment être dans l'expérience vraiment du collaborateur. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est le niveau de timing. Donc, on n'analyse pas des données qui sont déjà vieilles de 6 mois, où les collaborateurs ont évolué, le contexte a évolué. Je pense que l'an dernier, le Covid a prouvé que le contexte et le timing étaient vraiment majeurs dans l'expérience collaborateur. C'est quelque chose qui reste tout à fait vrai aujourd'hui. Donc, on va passer sur Grant Thornton ou sur PrestaShop ou Livestorm. Si vous voulez qu'on revienne plus tard dans les questions et réponses, n'hésitez pas. Là, on va vous donner des tips vraiment très actionnables, ce avec quoi vous allez pouvoir repartir. Il y a beaucoup d'écrits, c'est normal, c'est puisqu'on va vous envoyer la présentation et le replay. Donc, pas besoin de faire des captures d'écran, vous aurez tout. Super, merci Kevin. Juste, on va aller assez rapidement pour essayer de tenir le timing, mais dans l'idée, voilà, des centaines d'échanges que j'ai pu avoir avec des RH, de la littérature, effectivement, comme j'ai pu citer dans les baromètres, il y a 5 éléments à adopter si on va avoir une méthodologie qui va permettre de donner une expérience candidat donc réussie. Et ça, là-dessus, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on véhicule chez Refty. Une transparence radicale dès le début du processus de recrutement sur le poste, sur les missions, sur le process, donner le maximum de visibilité et au niveau du candidat. Sinon, c'est des choses qu'il apprendra plus tard, donc autant lui dire rapidement. La considération, tu en parlais tout à l'heure, Kevin, on l'a niveau collaborateur, il faut l'avoir aussi au niveau du candidat, il faut avoir une approche personnalisée et effectivement, s'il y a un refus de candidature, prévenir le candidat et lui donner des raisons, en tout cas du refus,
parce que c'est derrière, comme on l'a pu le voir en introduction, c'est quelque chose qui va se répandre s'il a une mauvaise expérience sur le sujet. Un process court, rythmé, de ce qu'on a vu, ce qui marche bien, c'est 20 jours, c'est voilà, ce que fait Livestorm, et en à peu près 5 étapes. Une intégration donc, dans l'entreprise qui se fait donc, de manière structurée, pareil avec de la visibilité en amont donnée aux candidats sur comment est-ce que ça va se passer, comment tu seras accompagné et comment on va pouvoir t'aider. Et enfin, la dernière approche, donc data-driven, c'est vraiment essayer, donc il y a les ATS qui sont très bons là-dessus, les Applicant Tracking System, et qui permettent de mesurer les différentes étapes du processus de recrutement, savoir où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, est-ce qu'on revient bien vers les candidats, et pouvoir mesurer, analyser l'ensemble de ces informations-là et rendre toute l'expérience beaucoup plus fluide pour le candidat / futur collaborateur. Super, hyper intéressant. Ça donne plein d'idées de questions. Sur la suite, du coup, ici, on vous a mis la carte de l'engagement. Donc, en fait, le terme d'engagement est quelque chose d'assez fourre-tout. L'engagement, c'est une notion psychologique qui moyennise plusieurs sous-leviers d'engagement. Vous avez notamment l'engagement organisation. C'est le candidat qui est heureux d'être dans une organisation. Je suis heureux d'être chez Google, chez Amazon, je ne sais pas où. Local, c'est mes pairs, donc mes collègues et le management. Et envers la profession, j'ai une vocation particulière, un attachement particulier à mon métier, que je sois, par exemple, si je suis professeur, quel que soit, entre guillemets, mon environnement, j'ai cette vocation qui va me pousser à. Et donc, dans la phase, dans les 6 premiers mois, les 12 premiers mois, avec un collaborateur ayant récemment intégré l'entreprise, on va avoir des choses qui sont plus fortes à aller chercher. Et donc, ce qu'on constate, c'est le premier, c'est le soutien social, c'est-à-dire à quel point le collaborateur va se sentir soutenu et accompagné par toutes les parties, que ce soit avec son supérieur, le manager, ou avec ses collègues. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un double effet. Un effet sur l'organisation et donc au final sur la marque employeur, et également au niveau local, c'est-à-dire dans l'équipe dans laquelle il est. Donc, c'est un espèce de coup double on recommande de travailler énormément sur les 6 premiers mois d'intégration d'un collaborateur. Vous avez l'intégration envers le groupe, donc que ce soit collègue ou manager aussi. Vous avez plein de sous-sujets sur le groupe. Il y a bien sûr le feedback, il y a la reconnaissance et il y a le sujet de valeur. Le sujet de valeur, comme l'a dit Barthélémy, c'est quelque chose qui se précise dès l'entretien et où il faut rajouter un maximum de friction. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une culture qui est forte, le plus simple, c'est de recruter des gens qui sont déjà naturellement dans cette culture. Et donc, ça, on est plus sur une vérification, normalement, que sur le fait de devoir changer la culture d'un candidat. Oui, vas-y. Là-dessus, mais c'est vrai que souvent, on a tendance à croire qu'on va du coup recruter que des clones. C'est pas le cas. Les valeurs, en tout cas, c'est quelque chose fondamentalement qui doit correspondre et effectivement bien cadrer avec les attentes de l'entreprise et sa portée. Exactement. Et le miroir, là, c'est l'ambiguïté du rôle. C'est à quel point les objectifs sont clairs, les processus sont clairs. Pareil, dans la phase de recrutement, ça se précise énormément, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et puis ensuite, c'est une des priorités majeures du manager de savoir, de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est attendu, quel est le degré d'autonomie, etc. Et enfin, vous avez le climat organisationnel qui est quelque chose on peut l'appeler la culture, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Vous avez dedans les risques psychosociaux, vous avez le côté tacite, vous avez l'humour, tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, mais qui est vraiment important de travailler parce que ça va être le premier ressenti du collaborateur. Comment on suit tout ça? Donc, la démarche qu'on préconise, c'est mettre généralement un indicateur, 2 maximum, qui va vous donner une vision globale de l'engagement de vos collaborateurs. Une qu'on recommande, c'est le INPS. Vous en avez d'autres. La question du INPS, c'est: est-ce que je recommanderais mon entreprise comme un lieu où il fait bon travailler? Et vous avez une note entre 0 et 10. En fonction des réponses, vous pouvez classer les gens de façon anonyme, en tout cas, c'est des gens qui sont ambassadeurs de votre marque et de votre entreprise, et d'autres, au contraire, qui sont plutôt non ambassadeurs.
En benchmark, on a un taux de réponse moyen à 75% chez nos partenaires, et ce, à une fréquence mensuelle en moyenne. La deuxième chose, c'est envoyer des sondages contextuels. On ne va pas poser les mêmes questions à quelqu'un qui vient d'arriver qu'à quelqu'un qui est là depuis 3 ans dans l'entreprise. Donc, il faudra qu'il y ait une certaine granularité. Et cette granularité, on la retrouve aussi sur l'analyse. C'est-à-dire qu'analyser seulement par département va vous faire rater une partie, quelques dimensions du tableau. Donc, il faut aussi regarder par géographie, par ancienneté dans l'entreprise, par âge et génération, par genre, si vous avez une politique de diversité aussi. Et donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et enfin, les verbatims, tout ce qui est questions ouvertes vous donne énormément de richesse d'analyse. Quand vous en avez beaucoup, en plus, on va avoir des algorithmes qui vont vous faire remonter automatiquement les grandes tendances. Et est-ce que c'est des discussions qui sont positives ou négatives sur ces grandes tendances? Et du coup, d'un seul coup, vous avez à la fois une remontée à peu près quantitative de ce qui est important pour les collaborateurs, et en cliquant, vous voyez le listing de tous les verbatims. Donc, vous pouvez rentrer dans le qualitatif, la solution ou le problème un peu plus précis, ce qu'on n'a pas forcément avec de la donnée quantifiée sur une échelle de 1 à 5. Quand vous créez cette démarche, vous avez 4 questions à vous poser principalement. 1, quel est l'objectif? Est-ce que mon objectif, c'est d'avoir une mesure sur du long terme, ou est-ce que c'est d'avoir une action, action-réaction? Je pose une question, je prends une action, et il faut le communiquer comme tel, par rapport aux collaborateurs qui ne s'attendent pas à des actions immédiates si on est plutôt sur une démarche long terme ou inversement. Qui agit? Est-ce qu'on pose des questions qui vont être plutôt destinées aux transverses, donc au RH, au management, au top management, ou plutôt local, donc au management de terrain, aux partenaires sociaux, ce genre de choses. Donc, on va adapter les questions en fonction de ce qu'on veut comprendre et comment on peut agir. Quels moyens, je viens de vous en parler, est-ce qu'on part sur du fermé ou du ouvert? Généralement, un mix des deux est le mieux. Vous pouvez aussi avoir des questions fermées, donc une échelle de 1 à 5, où on va demander derrière pourquoi la personne a répondu 4 ou pourquoi la personne a répondu 5. Ça vous donne une double granularité. Et enfin, l'expérience de sondage, comme l'expérience de recrutement, la communication est vraiment primordiale. Le fait que le collaborateur sache à qui il répond, à quoi ça sert ces données, et que vous ayez une base de données qui soit propre, qui soit clean, pour qu'ensuite les analyses soient bonnes. Enfin, oui, vas-y, Barthélémy. Je dirais très, très intéressant, tu vois, à lire et relire en tout cas toutes ces. Super. Et justement, à lire et relire, on vous a donné des choses très concrètes, 3 checklists de questions à poser à vos collaborateurs, que ce soit pendant le process de recrutement ou après. Donc, vous pouvez l'utiliser soit via une solution spécialisée, soit via Google Forms ou ce genre de choses selon la taille de votre entreprise. Vous avez un mix d'un peu tout, donc la congruence entre ce qui est affiché et la réalité, donc entre l'offre d'emploi et la réalité du métier. Le côté expérience, le recrutement, le nombre d'étapes, est-ce que c'était efficace, c'était adéquat? Et puis également le côté sens, apprentissage sur le feedback qui est reçu de cette expérience. Vous avez par la suite, une fois que les gens arrivent dans l'entreprise, c'est une question qui est un peu chapeau, mais qui résume beaucoup de choses. C'est la fierté de travailler pour l'entreprise ou de travailler dans le département. Donc, il y en a un où vous êtes sur l'engagement organisationnel dont je parlais tout à l'heure, et l'autre, l'engagement plutôt local. Vous avez cette question de congruence qui revient sur est-ce que ce qu'on prône en externe, c'est la même chose? Donc, si on fait attention aux clients, est-ce qu'on fait aussi attention aux collaborateurs? Est-ce qu'il y a cette symétrie des attentions? Et puis, la notion de clarté et d'objectif dont on parlait, est-ce que finalement, c'est clair ce que je dois faire? Est-ce que je peux le faire? J'ai les bons outils pour? Et est-ce que ça sert à quelque chose, ce que je fais? Là, on est sur le sens. Et enfin, avant de conclure, les questions d'offboarding à ne pas négliger. On pourrait en faire un webinaire complet sur l'offboarding, c'est un super sujet. Une fois que le collaborateur a décidé de partir, ou que l'employeur a décidé que le collaborateur allait partir, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une certaine objectivité, une certaine neutralité? Est-ce que le collaborateur comprend, etc. Et un collaborateur qui comprend pourquoi il sort des effectifs, c'est un collaborateur qui, en termes d'image, par la suite, sera beaucoup plus positif, bien entendu,
que quelqu'un qui sort de l'entreprise sans raison ou des raisons qui le torturent. Vas-y, Ouais, Barthélémy. c'est vraiment, tu vois, ça fait la très bonne passerelle avec ce que je disais sur le fait d'une expérience candidat positive. C'est quand vous refusez un candidat, c'est lui donner les raisons et lui apporter en tout cas de la valeur et de la connaissance sur pourquoi est-ce que vous arrêtez l'entretien ici. C'est pareil, effectivement, avec un collaborateur pour lequel on doit se séparer et effectivement, c'est dans la même, la même veine, donc vraiment de considération et de création de valeur. Exactement. Et c'est pour ça que le webinaire s'appelle expérience. L'expérience, c'est quelque chose de A à Z. Et donc, il ne faut pas faire de faux pas pendant tout le trajet. Et en même temps, on sait qu'il y a des moments qui sont critiques dans l'expérience qui est vécue par le collaborateur et le candidat. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On va passer 10-15 minutes sur des questions-réponses. Donc, on va prendre les questions en direct. Donc, il y a une première question pour toi, Barthélémy. Je te la lis. Sur le cas Livestorm, dans la partie pré-onboarding, vous parlez souvent de la venue au bureau, train/hôtel. Pourriez-vous préciser ce que ça signifie exactement? Alors, je ne l'ai pas précisé quand j'ai présenté Livestorm, mais donc ils ont un positionnement qui est assez fort là-dessus. C'est que c'est une boîte qui est donc une entreprise qui est en full remote, donc télétravail pour tous les salariés. Et donc venir au bureau, ça reste un événement assez unique. Et donc effectivement, il laisse le choix au collaborateur lorsqu'il arrive, lorsqu'il va intégrer l'équipe son premier jour. Est-ce qu'il souhaite le faire à distance ou est-ce qu'il souhaite venir dans les bureaux? Et à ce moment-là, ils vont mettre en place la réservation. Donc, il y a une équipe dédiée pour l'intégration du collaborateur qui va réserver son train, qui va réserver son hôtel et donc faire venir le nouveau collaborateur pour son intégration dans les bureaux. Et ensuite, du coup, le collaborateur retournera travailler chez lui puisque la société est configurée comme ça. Super. Sur le déplacement, on pourrait faire tout un webinaire sur les collaborateurs qui ont aussi déménagé pendant le confinement et qui se retrouvent loin. Ouais. Il y a de plus en plus de sujets autour du transport, finalement, qui est important pour la sphère RH. On a une question de Marie-Claude qui dit « Comment ça se passe au niveau RGPD ? Cela ressemble quand même à du tracking. » Alors, la question RGPD, elle est extrêmement importante là. Il y a plusieurs choses pour garantir le respect de la RGPD. La première étant le consentement, qui est la chose fondamentale de la RGPD. Donc, dans tout ce que tu m'arrêtes, Barthélémy, mais si je me trompe, mais le candidat est informé, bien entendu, du fait que ses réponses ou que ses interactions vont être enregistrées, analysées. La plupart du temps, on est sur de l'analyse de groupe, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre sur un candidat en particulier. Et côté Supermoon, nous, il y a une communication extrêmement transparente auprès des collaborateurs qui est menée en amont de la démarche. La solution est confidentielle, c'est-à-dire qu'en dessous de 5 réponses, on ne va pas afficher les résultats. Et la plateforme est un peu plus intelligente que ça. Elle va permettre d'éviter qu'il y ait des filtres qui soient trop nombreux et qui permettraient, si vous êtes un homme manager en Auvergne et que vous êtes le seul manager en Auvergne, qu'on puisse vous retrouver par des filtres successifs ou par des différences. Donc, on donne une certaine granularité, mais on ne descend jamais en dessous d'une granularité à 5 personnes. Et ensuite, tout ça passe par le consentement. Bien sûr, si les collaborateurs ne souhaitent pas participer, ils ne participent pas. Et donc voilà, ça respecte largement les principes de RGPD. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans les réponses, n'hésitez pas dans la partie chat ou questions. On a une question sur le re-onboarding. Est-ce que vous avez des exemples de re-onboarding? Est-ce que, Barthélémy, tu as des exemples ou pas? J'en ai pas, non, j'en ai pas en tête. Non? Non. Ok. Alors, nous, on en voit pas mal. On voit du re-onboarding sur plusieurs critères. Le critère physique, donc le re-onboarding dans les bureaux. Généralement, les bureaux se sont transformés en un an et demi. Et donc, là, on a un mix de bonne communication à avoir aux collaborateurs pour rappeler les règles, les principes. Exemple, je ne réserve pas une salle de réunion alors que je suis tout seul dedans pendant 3 heures.
ce genre de choses. Enfin, si c'est, à moins qu'on fasse des visios, ce genre de choses. Mais voilà, rappeler les règles de fonctionnement basiques. Et puis surtout, l'environnement de travail et sa conception a vraiment changé pour les collaborateurs. Donc, c'est les réinterroger sur qu'est-ce qu'ils souhaitent finalement et essayer de reconstruire le bureau de demain. Et donc, une politique de télétravail hybride où on dit 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut comprendre les 2 jours au bureau, comment ils se passent. Les 3 jours en télétravail, ben, pour ceux qui sont au bureau, comment on arrive à collaborer entre les gens au bureau et les gens en télétravail, etc. Donc ça, c'est un premier exemple de re-onboarding qu'on voit beaucoup. On voit du re-onboarding également sur des fusions-acquisitions. Vous avez, on a fait par exemple toute la fusion-acquisition de Fnac et Darty, donc 2 anciens concurrents, 30 000 collaborateurs qui fusionnent. On a dû repartir à zéro sur quelles sont les valeurs du groupe commun, quelles étaient les valeurs passées, comment on peut trouver des valeurs communes. Et puis, sur les processus, il fallait onboarder tout le monde puisqu'il y a une normalisation des processus qui s'est fait progressivement. Et donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup de mesures pour comprendre là où on a laissé passer des choses, granulairement aussi, c'est-à-dire que parfois, sur une population, vous avez 50% de la population qui est satisfaite de la nouvelle mesure et de l'action prise et 50% qui ne l'est pas. Voilà, donc c'est beaucoup d'analyse et de granularité sur le re-onboarding. On a d'autres questions. Quelles sont les grandes tendances côté engagement des collaborateurs? Côté engagement des collaborateurs, Barthélémy, tu as parlé des 4, j'ai remis, des 4 Ouais, tendances côté candidat. ouais. Est-ce que tu peux un petit peu développer là-dessus? Est-ce qu'il y en a une 5e? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a qui n'était pas là, il y a 1 an ou 2 et qui a fait une éruption dans le top 4? C'est évidemment la partie donc, télétravail, flexibilité du travail. Bon, ça, Ouais. c'est une surprise pour personne, puisque bon, à marche forcée, les entreprises ont dû s'y mettre. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, et c'est un peu ce que tu t'expliquais tout à l'heure, mettre en place le télétravail pour tout le monde de manière forcée, c'est une chose. Dans la durée, l'instaurer dans la durée et faire en sorte que les environnements de travail évoluent pour répondre justement à ces nouvelles, enfin, c'est pas problématique, mais à ces nouvelles attentes, c'est un vrai sujet. Alors ça, c'est quelque chose qui pourra faire office aussi d'un webinar, mais en tout cas, effectivement, ça a été propulsé et ça a pris. Enfin, il y a de fortes. J'expliquais tout à l'heure que le ticket restaurant, les cours de sport, etc., c'était quelque chose qui était intégré dans la norme des candidats. Ce qui va très probablement se passer dans les prochains mois, années, c'est qu'effectivement, le télétravail et le flex office soient intégrés dans les normes de travail et voilà, des nouveaux candidats / collaborateurs. Ok, très très clair. Pour faire le parallèle côté engagement derrière des collaborateurs, on a même poussé bien sûr sur l'environnement de travail. On a les basiques qui restent les mêmes. L'avantage en nature n'est pas quelque chose qu'on mesure ayant un énorme impact finalement sur la rétention. Par contre, sur l'attraction, c'est clairement il y a un new normal, une nouvelle barrière qui est que maintenant on est moins compétitif si on le propose pas. Quelque chose qui est très 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 fort, qu'on voit d'ailleurs beaucoup outre-Atlantique côté États-Unis, c'est le sens et l'impact sur la mission. Il y a une remise en question assez profonde de la place du travail dans la vie des gens. Et donc, on voit de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur la mission. Il y a une loi qui est sortie il y a quelques années sur le fait de devenir une vraie entreprise à mission qui impose légalement la prise en compte de facteurs non financiers dans la réussite de l'entreprise. Et vous avez ça qui émerge extrêmement fort. Le stéréotype qu'on a, c'est que pour les jeunes, le sens, et qu'il n'y a que les générations millennials, etc., qui ont un besoin de sens. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin de sens dans toutes les générations, que celui-ci est différent, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'impact qui est différente quand j'ai 50 ans et 15 ans d'expérience dans mon entreprise versus quand je viens d'arriver dans une entreprise. Mais le levier du sens et de l'impact est quelque chose qui reste parmi les top 3-4 leviers
dans quelles que soient les générations. Et donc, c'est quelque chose qui peut être travaillé, non pas comme un levier seulement de rétention, d'attraction des jeunes, mais vraiment de toute sa population. Ça, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, sur la carte de l'engagement, vous avez, qui est ici, je vous la mets avec les petits surlignements. L'engagement envers la profession est quelque chose qui est assez difficile à travailler. On peut le voir sur des métiers où il y a des campagnes de revalorisation du métier, qui ont été pas mal aidées d'ailleurs sur les postes essentiels pendant le Covid. Et sinon, la majorité du travail se fait au niveau local envers le management ou envers le groupe. Toutes les petits rectangles que vous voyez ici sont des leviers qui sont utilisés. Chez Supermood, on va en suivre 10 de façon régulière. Et en fait, en fonction des générations, des départements, des métiers, vous allez avoir des choses qui sont variées. Donc, il n'y a pas de tendance majeure. Si ce n'est le télétravail qui remonte, le sens qui va de plus en plus fort, mais il faut prendre quelque chose de façon exhaustive, car même si vous êtes bon sur 9 piliers, il faut qu'il y ait un pilier qui soit désastreux, et en fait, ça casse toute cette expérience. On a une question complémentaire qui est: sur quel levier miser pour impacter l'engagement des populations industrielles? Barthélemy, en termes de recrutement, je ne sais pas si tu as vu ça. Alors, c'est pas pour l'instant une typologie, en tout cas, de ces candidats qu'on a eu l'occasion, en tout cas, de travailler. Mais je ne sais pas si toi, tu as le… Ouais. Ouais. Donc, nous, on le voit beaucoup sur des populations qui sont en usine, des populations sur des plateformes logistiques. Donc, il y a plusieurs sujets. Le sujet majeur va être la communication entre l'entreprise en tant que groupe et quelle est ma place, moi, dans cette entreprise. Donc, je suis dans une usine. Généralement, il y a plus que l'usine. Il y a un siège. Il y a parfois l'usine qui est en province, le siège qui est à Paris, ce genre de choses. Et comment on arrive à avoir une communication qui soit assez fluide et une stratégie qui redescende jusqu'au terrain pour que le collaborateur puisse comprendre son utilité dans toute l'aventure qui est vécue par son entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième levier qui est très important, c'est le levier envers le groupe. Il y a un côté social qui est très important puisqu'on est généralement sur des rencontres physiques, un travail avec des pauses régulières. Et donc, le côté social est un facteur de rétention qui est très, très fort sur les populations industrielles. Vous avez enfin, au niveau du sens, la question de la fierté sur la qualité de ce qui est produit ou la notion du travail bien fait. Alors, c'est un peu cliché, mais c'est quelque chose qu'on mesure et qui est assez fort. Voilà, donc pour vous donner des grandes tendances, toutes les autres tendances sont complètement légitimes, hein, l'apprentissage, le feedback, ce genre de choses, mais disons que naturellement, on va travailler plus les 3 points que je viens de vous citer. Et voilà. L'ambiguïté du rôle, par exemple, est quelque chose qui est moins prégnant. L'engagement vers la profession est généralement très fort. Il y a une fierté de faire quelque chose de très concret avec ses mains et qui a une production directe. Donc voilà pour les leviers sur les populations industrielles. On va arriver au terme de ce webinaire. S'il y a une dernière question, avec plaisir, Caroline. S'il y a une dernière question, on la prend, et puis sinon, on va boucler là. Je regarde s'il reste une dernière question. On est bon. Eh bien, super. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. La présentation est disponible en ligne. On vient de vous la mettre dans le chat. Vous recevrez le replay. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'engagement ou sur le recrutement, vous avez nos contacts, Hugo qui peut répondre à tous les sujets sur l'engagement, côté Supermood, et côté Reftive, Vincent, sur tout ce qui est amélioration du processus de recrutement. Voilà, à votre disposition, n'hésitez pas, et passez une excellente après-midi et une courte semaine. Au revoir. Merci, au revoir.